Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle réac sur Star Butterfly ou Star vs Forces of Evil si vous préférez le titre anglais vu que beaucoup de gens préfèrent ça. Moi je préfère le titre français, même si je vous préviens tout de suite, je pense juger cette série en suivant sa VO. Hein, non pas parce que j'ai un problème avec la VF, mais parce que il y a deux raisons à ça. La première assez légère, c'est que j'ai déjà découvert les trois premiers épisodes avant, donc ouais, ça va pas trop être une réaction à chaud, ça va être une réaction un peu plus posée que j'ai eu le temps de mettre en place, là, de réfléchir un petit peu plus pour ces trois premiers épisodes, et donc ouais, tant qu'à faire, quitte à les redécouvrir, autant changer la langue, voir ça en VO, et surtout parce que, d'après ce que j'ai compris, la saison 4, elle est difficilement disponible en VF. D'ailleurs, la saison 3, j'arrive même pas à la trouver en VF aussi, donc... Tant qu'à faire, vu qu'apparemment ça a l'air mal parti pour que je puisse voir l'intégralité de cette série en VF, je vais regarder la série en VO du début à la fin. Voilà, mais c'est vraiment pas pour chier sur la VF ou quoi que ce soit. Les trois premiers épisodes en VF étaient très bien doublés. Hein, les comédiens étaient bien choisis, le jeu était bien fait, le texte, j'avais aucun problème avec le texte. Il est plus que convenable la VF de cette série, hein, de ce que j'en ai vu pour l'instant. Hein, c'est vraiment pas pour chier sur la VF, je tiens à le préciser. Mais voilà, ça va être autour de la VO que je vais traiter un petit peu ça et donner mon impression au fur et à mesure. Donc peut-être qu'il y aura quelques petites différences pour ceux qui auront suivi ça en VF. N'hésitez pas à le faire savoir. En tous les cas, c'est parti pour cet épisode pilote et c'était acceptable. Alors, un autre truc que j'ai remarqué lorsque je me suis un petit peu rapidement regardé la liste des titres d'épisodes, c'est que la quasi-totalité, une très grosse majorité d'entre eux, va être des épisodes deux en un. C'est-à-dire que oui, ça va être deux parties de 10 minutes et pas juste une grosse partie de 20 minutes à chaque fois. Et ce qui fait donc que oui, on va avoir des scénarios moins travaillés sur la durée. Et ça a jamais été une preuve de grandeur pour moi. Et surtout, quand on entame la série comme ça, je veux dire, on a un épisode d'introduction, ça aurait été cool, je sais pas, pour l'épisode d'introduction de nos personnages, de mettre ça en une partie, quoi, un épisode entier, et après partir sur votre formule, un demi-épisode, deux demi-épisodes à chaque fois. C'est un peu... Je trouve ça un peu rabaissant pour une série qui veut présenter ses personnages, quoi. On présente un univers, on présente tous les personnages qui vont y jouer, etc. C'est censé avoir quand même des ambitions, cette série, et paf, 10 minutes. Cette introduction dure 10 minutes. Et ouais, c'est toujours un peu frustrant, un peu décevant de voir ça. Et j'ai le sentiment que ça se fait de plus en plus. J'en sais rien, la loi de Milo Murphy par exemple, j'ai regardé les premiers épisodes aussi. Et ouais, l'introduction du personnage de Milo, son amitié avec l'un des trois protagonistes, c'est balancé en 10 minutes. Voilà, c'est un demi-épisode, c'est ça l'introduction. Pourquoi vous prenez pas la peine de faire un épisode entier pour introduire vos personnages importants quand même, merde. C'est un des trucs qui fait que j'ai un moins accroché au début de la loi de Miller-Murphy par rapport à Phineas et Ferb, quoi. Je veux dire, vous balancez cette introduction rapidement sans nous donner le temps de vraiment être pris dans les personnages, dans la dynamique de cet univers. Et c'est le souci avec ce premier demi-épisode, on va le faire l'un à la suite de l'autre, c'est que voilà, quand on nous présente super rapidement Star Butterfly, quoi, c'est une princesse hyper active, elle combat contre les monstres parce que bon, elle représente l'autorité ou un truc comme ça. Je sais pas, ses parents ils foutent rien à ce niveau-là, je sais pas trop, il y a pas de garde. Bon, je ne sais pas, c'est pas super bien précisé, à nouveau c'est balancé rapidement. Étant donné qu'elle est hyper active, au bout d'un moment, lors de son 14e anniversaire, elle reçoit la baguette magique royale qui lui octroie des super pouvoirs quasiment divins, genre je peux créer tout ce que je veux par magie, etc. Et étant donné qu'elle est hyper active, elle fout un peu le bordel avec ça, et c'est montré super rapidement. Comment je vous le résume, ça va à peu près aussi vite dans l'épisode, quoi. Et donc, à cause de ça, ses parents décident de l'envoyer quelque part pour qu'elle apprenne un petit peu à se calmer et qu'elle apprenne un petit peu la vie. Et elle a peur au début que ce soit le centre de redressement de Saint-Olga pour les princesses capricieuses ou un truc comme ça. Je sais plus exactement comment c'est formulé dans la VF, mais voilà, c'est un centre de rééducation un peu pour princesse. Du coup, elle a peur que ce soit ça, mais c'est pas ça. Et c'était un petit peu bizarre qui balance ça comme ça, mais ça fait partie des petits trucs que j'apprécie quand même dans cette série, c'est que
On joue un petit peu sur certains détails qui sont montrés dans le premier demi-épisode pour jouer dessus dans le second. J'avoue que c'était plutôt ce genre de petites touches qui sont sympathiques, qui donnent un peu un petit aspect recherché quand même à l'écriture de cette série. En tous les cas, ouais, c'est pas là qu'il l'envoie, ses parents, il l'envoie sur Terre pour apprendre un petit peu la vie. Et je sais pas pourquoi particulièrement, il y a une éducation spécifique sur Terre à savoir. Pour l'instant, je me pose la question. Alors, moi, je me suis arrêté à l'épisode 3, je sais pas exactement ce qu'ils cherchent en mettant leur fille là-dedans. Mais voilà, donc il la présente à un lycée, enfin c'est plutôt un collège à 14 ans. C'est plutôt un collège, hein, j'y pense. Et ouais, tout le monde prend ça tranquillos. Genre, ouais, il y a des personnages qui ont des pouvoirs magiques, et tout le monde le prend presque, ah tiens, ça arrive. Il n'y aura que Marco, donc notre co-héros de cette série, qui aura une réaction un peu spécifique par rapport à ça, mais sinon les autres se disent, ah tiens, elle a des pouvoirs magiques, ok. Le proviseur, il se voit donner un coffre d'or pour l'inscrire dans son collège. Je dis ok, je me pose pas de questions. Et durant une bonne partie de la série, en tout cas de ce que j'en ai vu, tout le monde se posera pas plus de questions que ça. En tout cas, on fait appel à Marco pour la chaperonner un petit peu à ses débuts au lycée, lui montrer comment ça se passe, etc. Et essayer de la guider un petit peu parce que, à nouveau, elle est du genre un petit peu faux-folle et surexcitée, donc il faut la contrôler un petit peu. Et si Marco Diaz s'est appelé pour ça, c'est parce qu'il a la réputation d'être l'élève le plus prudent du bahut. C'est sa réputation, ou alors je sais pas, il y a des élections par rapport à ça. En tout cas, voilà quoi, il aime pas qu'on lui affiche cette image, il veut montrer que, en fait, il peut vouloir du danger quand il veut, même si bon, il a ce côté naturel. Fais gaffe aux petits trucs qui arrivent. En termes de rythme, les dialogues sont bien fichus, ça fait passer les personnalités de nos personnages avec une bonne efficacité, sans prendre le moindre temps mort. Ça me rappelle un petit peu ce qu'ils ont fait dans Atlantide, c'est un des bons points que j'ai cité du film, où vraiment ça perd pas de temps dans le blabla, et on n'a pas l'impression que ça se met en pause une seule seconde, et donc c'est tac tac tac, et j'avoue que ça aide à être pris là-dedans, quoi, du moment que l'écriture est bien faite. Mais j'ai le sentiment que ça aussi, ça a dû jouer un petit peu comme pour Atlantide, dans l'appréciation des gens, étant donné que c'est tellement rythmé, c'est tellement tac au tac, on a tendance à sauter les problèmes et se dire ok, ce qui va bien, ça va bien, parce qu'il y a le tac au tac des dialogues, tout ça. Le sentiment qu'il doit y avoir un peu ça, je sais pas, j'ai le léger sentiment qu'il doit y avoir un petit peu ça. En tous les cas, ouais, Marco dit qu'il voudrait un petit peu de danger, il en a marre de cette réputation qu'on lui colle, et c'est là que Star se dit tiens, il veut du danger, je vais lui en donner en transformant un espèce de petit insecte en espèce de gros monstre. Et ouais, ça lui fait peur, bien entendu, hein. Première découverte de Marco de la magie. Il y a l'espèce de gros monstre volant qui capture un passant, et on n'aura aucun suivi à ça. Il est mort, le gars. C'est traité totalement à la légère, ce truc, apparemment. Elle fout le feu aussi à un moment donné au lycée en faisant des arcs-en-ciel avec sa baguette, et ouais, ça commence à foutre le feu au lycée, et on va pas aller plus loin par rapport à ça. Bon, j'imagine que les pompiers sont intervenus par rapport à ça, mais ouais, c'est un peu le souci de base, c'est que j'ai moyennement le sentiment que ça essaye de faire quelque chose de vraiment sérieux, en fait. Ça a plus l'air d'être une espèce de série gaguesque, presque cartoonesque par rapport à ça, mais quand même, ça veut appuyer de façon un peu sincère et sérieuse les relations entre personnages, comme on le verra à la suite. Donc il y a ce mélange de tons qui me pose problème, comme dans Gravity Falls, quoi. Oui, vous faites des délires à la con qui sont super bizarroïdes pour le gag, et au bout du compte, étant donné que vous pencherez pas davantage sur les conséquences de ces espèces de gags qui sont vachement sérieux dès lors qu'on s'y penche réellement. Bien entendu, la série montre ça comme du gag à la con, quoi. Donc on est juste censé en rire et puis après passer à autre chose. Mais ouais, quoi, il y a cette espèce d'insecte géant qui capture un mec. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Est-ce que Star a pensé à résoudre ça hors champ? Genre de questions qu'on se pose, et c'est pareil, par exemple, dans Gravity Falls, quand j'en ai parlé dans l'épisode 2 de la saison 1, quoi. Genre, à un moment donné, Stan les a imbriqués, Dipper et Mabel, dans un trafic de faux billets. Et c'est juste un gag rapide comme ça. Non, on ne suit pas les Griffins, merde. On suit pas les Griffins où c'est censé être juste de la déconnette, c'est censé être un peu sérieux, quoi. Alors ce genre de truc,
ça m'embête un petit peu que ce soit juste traité à la légère comme ça. Sachant que ouais, c'est pas non plus de l'humour ultra fin, ultra recherché non plus, quoi. C'est les premières conneries qui vous viennent en tête. Notamment, je sais pas, juste après, il y a Marco qui dit ok, je prends mes distances avec cette fille, elle a l'air flippante, d'autant plus qu'elle sait pas du tout manipuler ses pouvoirs. Et en rentrant chez lui, il découvre qu'en fait, elle est accueillie par sa famille en tant qu'étudiante étrangère, parce que c'est une coutume de la famille Diaz, ils accueillent des étudiants étrangers, on verra ça dans un futur épisode. Et donc voilà, Marco est un peu surpris et ça va être la mauvaise cohabitation, etc. Et une fois de plus, ça va très vite. Et c'est surtout là pour montrer du gag, genre... Star qui crée des petits chiots parce que Marcos dit ah, j'aurais préféré avoir un petit chien par rapport à ça, donc elle crée des petits chiots et en plus d'être mignon il tire des lasers par les yeux et ouais ça pose problème et elle se dit pas tiens et si je les faisais disparaître tout de suite, non on les laisse. À un moment donné, elle se crée une super salle, une super petit palais par rapport à sa chambre, quoi. Marco se dit, ah, ce serait cool d'avoir la même chose chez moi. Alors, elle fait un sort différent pour sa chambre à Marco. Pourquoi elle fait pas le même sort, je sais pas trop, Star. Et ça crée un trou noir qui aspire toutes ses affaires, plutôt que de créer donc une belle chambre, etc. Pourquoi elle fait pas le même sort, quoi? Et ouais, ça va très vite, ça. C'est juste histoire de montrer qu'elle fait des tonnes de bourdes pour faire chier Marco. Pareil, juste après, quoi, elle dit, elle essaye de l'égayer en lui faisant un soleil qui par-dessus la tête, et ça se transforme en petit nuage qui lui fait de la pluie par-dessus, hein, en mode très cartoon, façon précise. Et Marco se dit, tiens, je veux plus te voir, je me casse. Genre, je vis même plus chez moi, j'ai réfléchi pas plus que ça. Ouais, c'est censé montrer une espèce de mauvaise première impression entre ces deux-là, c'est-à-dire Marco qui vit mal ce côté intrusif de Star dans sa vie et elle qui foire un petit peu tout dans ses sorts parce elle est pas réfléchie, elle est irréfléchie. Et c'est fait de façon ultra grossière et rapide. Ce qui est dommage parce que leurs personnalités sont quand même très sympathiques. J'apprécie le côté posé de Marco qui veut quand même se montrer dangereux quand il veut. Star qui a son côté hyperactif, qui est assez drôle par moment et qui laisse présager un côté une ouverture à l'évolution par la suite et d'après ce que j'ai compris on m'a promis qu'elle évoluerait au fur et à mesure de la série donc je suis impatient de voir ces phases d'évolution. Tout ça c'est très intéressant mais c'est montré tellement rapidement, tellement la vite que ça a pas beaucoup d'impact, c'est juste des petits gags rapides pour faire rire et l'émotion derrière ça on sent qu'elle est un peu voulue, on sent qu'on veut créer une attache avec ces personnages entre ceux-là, mais c'est tellement rapide qu'il n'y a pas grand-chose qui se ressent. Parce que voilà, quoi, après, Marco se dit, tiens, je vis dans les rues, il a pas prévu de rentrer chez lui ou je sais pas trop quoi, et c'est là que... Star arrive, elle lui défait son petit nuage par-dessus la tête, parce que voilà, maintenant elle se dit tiens, ce serait cool que j'utilise ma magie pour défaire les sorts que j'ai fait. Et on verra aussi par la suite que des fois ça marche super vite, des fois pas trop. Hein, des fois ça se fait en 2 temps 3 mouvements, des fois il faut qu'elle bosse des heures dessus, parce que consistance à ce niveau-là. Mais bon là, elle fait ça, elle s'excuse. Elle dit ouais je voulais pas aller sur Terre, toi tu voulais pas de moi dans ta famille, je peux comprendre ça, je vais pas rester chez vous, je trouverai une autre famille d'accueil. Mais voilà, c'est là que Marco se sent un petit peu mal de ça, mais c'est là qu'ils sont attaqués par une bande de monstres qui ont repéré Star Butterfly, parce qu'à nouveau je vous rappelle quand même qu'elle vient d'une dimension où elle combat des monstres, ça joue un rôle important quand même ça. Alors ils sont dirigés par un monstre qui s'appelle Ludo. Et ouais, alors très original le gag sur sa révélation. On croit que c'est quelqu'un qui est gigantesque, alors qu'en fait c'est un tout petit monstre rikiki. Hein, voilà, j'ai jamais vu ça avant. Hein, c'est super créatif. Et ouais, quoi, c'est une espèce de petit oiseau. C'est Calimero en version un peu plus moche, quoi. C'est plus ou moins ça, quoi. Ils sont inspirés de Calimero, j'ai l'impression, pour faire ce personnage. Excusez-moi, mais ouais, quoi, il demande à ses monstres de l'attaquer, et c'est là que Marco montre qu'il sait se battre, parce qu'il a appris le karaté, tout ça, et ouais, apparemment, les monstres, ils sont juste là ils sont juste monstrueux pour la forme, mais sinon, c'est juste des types lambda, quoi. Ça pourrait être des mecs normaux, ce serait pareil, parce que voilà, il fait quelques mouvements de karaté, il arrive à s'en défaire un petit peu, Marco, quoi. Et ça le déface pas plus que ça, il dit ouais on est attaqué par des monstres, très bien je peux me battre, y'a pas de souci. Je suis habitué maintenant avec Star en l'espace d'une demi-journée depuis que je la connais apparemment.
Et ouais, les monstres sont surpris qu'elle ait quelqu'un avec elle pour se défendre, mais le problème que j'ai avec ça, c'est que, ok, elle peut très bien se défendre toute seule. Déjà, elle arrivait à se battre très bien toute seule sans la baguette magique avant. Maintenant, elle a la baguette magique qui lui fait faire des tonnes de trucs pour se défaire des monstres, tonnes de gags aussi par rapport à ça. Enfin bon, c'est pas non plus affreux, quoi. Je trouve pas que les gags soient mauvais, hein, mais voilà, quoi. Elle aurait très bien pu se débrouiller toute seule, quoi. C'est juste vous qui l'attaquez comme ça de front, bêtement. Vous attendiez à quoi de différent des autres fois, vu qu'apparemment vous avez un passif. Voilà, elle connaît Ludo, Star Butterfly, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Donc, ouais, quoi, Marco, il se bat un petit peu, il montre qu'il est doué en karaté, mais en dehors de ça, elle aurait facilement pu se débrouiller toute seule, Star Butterfly. C'était quoi cette approche de merde? C'est histoire de montrer que nos méchants sont stupides. En tout cas, notre méchant, le premier méchant qu'on nous montre, est un peu stupide, ouais. Enfin bref, quoi, ils finissent par se faire laminer, ils se barrent en portail. Il y a un truc qui est plutôt, plutôt bien fait. Il y a pas mal de créativité visuelle, je dois avouer. Les monstres, par exemple, ont tous un design très différent qui les met vraiment bien à part les uns les autres. On voit que c'est pas juste le bête sbire monstrueux qu'on met en clone, etc. C'est recherché en termes de design. Et ouais, pour ouvrir des portails, ils utilisent une paire de ciseaux. C'est assez marrant comme concept. J'avoue que visuellement, ils ont pas mal de trouvailles qui sont plutôt cool. Voilà quoi, ils sont défaits, les monstres, ils finissent par se barrer, parce que voilà, Star se dit pas, tiens, ce serait cool de les enfermer, ou d'en finir une bonne fois pour toutes avec eux, non, on les laisse se barrer pour qu'ils puissent me réattaquer une autre fois. Enfin, j'imagine que ça vient aussi de son côté encore immature, c'est-à-dire quoi, je me bats contre eux, ça me fait plaisir, je réfléchis pas plus que ça, sans doute, sans doute. Enfin bon, suite à ce combat, il y a Marco et Star qui ont noué des liens. Marco se dit, ouais, je veux pas que tu pars, je veux que tu vives avec nous, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est là le début de leur relation et la fin du premier demi-épisode. Et ça aurait pu être très sympathique si vous aviez mieux développé certains points, si vous n'aviez pas amené à la va-vite vos gags, et si vous aviez plus étalé la relation entre Marco et Star Butterfly, mieux présenter l'introduction, hein, pas aussi rapidement que ça, plus jouer sur l'univers que vous mettez en place. Et c'est vraiment dommage parce que oui, on sent qu'il y a un début d'attache quand même qui se crée avec nos personnages et entre nos personnages. C'est pas non plus mal foutu quoi. Les doubleurs, que ce soit français ou anglais, font très bien passer ça et la mise en scène est suffisamment acceptable. Mais ça fait un peu strict minimum en fait. Là où je sens qu'il y aurait moyen d'étendre davantage de choses pour rendre cette relation, les différentes étapes qui sont mises en place beaucoup plus saisissantes, beaucoup plus satisfaisantes. Mais voilà quoi, la famille de Marco accepte Star Butterfly comme ça, sans réfléchir plus au fait qu'elle a des pouvoirs magiques. Le développement entre Marco et Star se fait super vite parce que voilà, elle fait des tonnes de bourdes super rapidement histoire d'aller à 100 à l'heure parce que voilà, on peut pas tenir sur place. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas la portée, le poids qu'ils devraient avoir. Ce qui nous amène donc à la deuxième partie, le deuxième demi-épisode, où on fait une ellipse et durant cette ellipse, apparemment, Marco et Star sont copains comme cochons. Hein. Elle le considère comme son meilleur ami sur Terre, ce qui est pas forcément faux, quoi. Apparemment, c'est le seul ami qu'elle a sur Terre, donc techniquement, oui, c'est son meilleur ami, mais voilà, quoi. C'est traité comme si il y avait vraiment une relation stable qui s'était nouée entre eux maintenant. Voilà, hein, on va pas développer ça particulièrement. Ou alors, je sais pas, elle est du genre hyperactive, donc dès lors qu'un truc lui plaît, tout de suite, c'est génial. Un fan de Disney apparemment. Picala. Donc, elle passe un bon petit moment avec Marco, mais c'est là qu'ils sont surpris par l'ami la meilleure amie de Star dans le monde magique d'où elle vient, j'ai oublié le nom, s'appelle donc Ponyhead. C'est une tête de poney, elle s'appelle Ponyhead. Je crois qu'elle a un prénom, j'ai noté. Lilaria. Lilaria, je suis écrit toujours comme une quiche. Je crois que c'est Lilaria. Enfin voilà, c'est ça son nom, Ponyhead. Ce sont des têtes de poney, donc leur nom c'est Ponyhead. C'est comme si moi je m'appelais Human. Voilà, c'est mon nom de famille. Créativité une fois de plus. Et donc ouais, il y a Marco qui est un petit peu apeuré de voir ça, la découverte de cette tête de poney volante, et Star Butterfly qui est super excité de la voir. Et j'aimerais prendre un instant
pour parler d'un problème que j'ai un petit peu avec cette série et que j'ai avec pas mal d'animations récentes en fait, pas mal de films et de séries animées récentes, cette espèce de surexagération dans les traits, dans le dessin. Et ouais, il y a cette fine ligne qu'ils atteignent souvent, en tout cas dans les 3 premiers épisodes, où ils font des têtes un petit peu vachement expressives, un peu excessives dans leur comportement, dans leur caractère, et où des fois ça va beaucoup trop loin pour compenser un petit peu l'écriture qui, sur le coup, n'est pas particulièrement drôle. Voilà, Marco a peur de la tête de poney, Star est excité de la voir, il n'y a rien de particulièrement hilarant là-dedans, et donc on veut essayer de compenser ça en faisant des visages complètement exagérés et moches, je trouve ça moche, pour bien appuyer l'émotion qu'ils ressentent tout de suite. Et je trouve ça gênant. C'est vraiment gênant et c'est un style d'humour qui me déplaît horriblement. Notamment, j'en sais rien moi, dans la série de courts-métrages autour de Mickey depuis quelques années, où vraiment on lui donne des expressions dégueulasses, exagérées et où on fait ressortir une tonne de traits histoire de dire ah regardez comme c'est drôle. Non, c'est pas drôle, c'est dégueulasse. Ça me donne plus la gerbe qu'envie de rire ça. Mais vous faites ça constamment. Et c'est censé être de l'humour. Pour moi, c'est un exemple typique de l'animation qui veut surcompenser l'écriture. Il n'y a pas d'écriture dans ce moment-là. C'est juste un truc qui se passe comme ça. Mais l'animation veut en faire des caisses pour se faire remarquer. Et non, moi ça me plaît pas ça. Et je tiens à le dire tout de suite, si pas mal de moments, au fur et à mesure de la série, tombe là-dedans, quoi, tombe dans cette espèce d'exagération dans les visages de nos personnages qui doivent avoir donc ces espèces d'expressions ultra excessives, ça va vite me gaver. Il y en a également dans les épisodes 2 et 3, et j'espère honnêtement que ça se calmera. Que ça se reposera pas automatiquement, constamment, régulièrement sur encore là, c'est impossible de rendre ce genre de visage en vrai, quoi. C'est en ça que c'est dérangeant. Lorsqu'on fait des gros visages, des gros yeux, des grandes lèvres, etc., on sent que c'est une extension de nos caractéristiques faciales, histoire de faire d'appuyer l'émotion. Lorsqu'on exagère ce genre d'émotion comme ça, de traits, c'est juste moche. Pour moi, c'est juste moche et c'est de l'humour très malvenu. Je suis vraiment, vraiment pas fan de ce genre de truc. Et donc, ouais, je tiens à le dire, quoi. C'est une partie de l'humour, ça va être constamment ça. Ça va pas me plaire, hein. Ça va être un détail qui me plaira pas du tout de la série, hein. Voilà, bon, c'est histoire de dire, c'est fait, hein, je vais pas non plus m'étendre 17 ans là-dessus. En tous les cas, ouais, on va avoir tout un délire sur le fait que Ponyhead est jalouse de Marc parce que voilà, c'est son meilleur ami sur Terre, Astar, et elle veut se considérer comme sa seule meilleure amie. Et il va y avoir cette espèce de petite rivalité à la con. Je vous résume ça super vite parce que je vois pas l'intérêt d'aller très loin ça, à ce niveau-là. Ça va être que ça, quoi. C'est Ponyhead qui se dira tiens, Star, ça te dirait qu'on aille s'amuser dans différents coins de l'univers. Donc elle file s'amuser dans différents coins de l'univers avec Marco qui les suit. Il y a cette rivalité. Je t'aime pas parce que c'est moi sa vraie meilleure amie. Ah, mais qu'est-ce que tu me dis là? Et cette tête de licorne. Voilà. C'est tout. Ça va être ça pendant la grande majorité de ce demi-épisode, hein, où nos 3 personnages donc se rendront à différents endroits, à différents univers, différentes dimensions pour s'amuser. Ce sera des dimensions super typiques des gens, c'est-à-dire des dance clubs, une salle d'arcade où on peut jouer à différents jeux vidéo, une autre boîte de nuit parce que là la première fois ça allait pas, ce genre de délire. C'est pas super recherché comme concept, hein, vous auriez pu faire un petit peu mieux, ouais, sachant qu'il y aura quelques petites références, notamment une référence super forcée à Tetris à un moment donné. Oui, parce que les personnages, les personnages qui aiment jouer à ce genre de jeu d'arcade dans cette dimension-là, ce sont des carrés, parce qu'ils sont super carrés. Hein, ça joue un petit peu sur les mots. Et à cause de ça, on fait une référence à Tetris à un moment donné. Marrant,
C'est pas parce que vous faites une référence à un jeu vidéo rétro que tout d'un coup c'est génial, hein, vous savez. Enfin bref, va y avoir une espèce de petit mystère par rapport au fait que, en fait, Ponyhead, si elle décide de s'amuser avec Star Butterfly à différentes dimensions, c'est parce qu'elle est poursuivie par certains gros bras, et on sait pas exactement pourquoi, il y a un petit mystère autour de ça, et au bout d'un moment, elle laissera Marco en plan, pour aller s'amuser avec Star Butterfly en lui faisant croire qu'il est parti avant elle, histoire de dire quand même Star Butterfly, elle veut vraiment faire en sorte que ses deux meilleurs copains soient copains, vous voyez. Et donc Star Butterfly se rendra compte qu'ils ont laissé Marco derrière, qu'il a été capturé par ces hommes de main mystérieux, et c'est là que alors que Star lui fera un énième discours pour dire « Ah mais c'était pas très gentil de ta part de faire ça, Marco est mon meilleur ami, comme toi t'es ma meilleure amie, je peux bien avoir deux meilleurs amis !» Allez, et puis elle comprend la vérité, elle comprend ce qui se passe derrière ça. Le message est super évident, quoi. Une morale à la My Little Pony, facile. Et elle comprend la chose, donc elle se dit tiens, ok, on va repartir pour le sauver. Elle se fait remarquer, repérer pour permettre à Marco de s'enfuir. Et après ce geste désintéressé, Star et Marco se disent « Ah, elle s'est mise en avant pour me sauver moi, allons nous mettre en avant pour la sauver. » Donc ils se mettent entre elle et les sbires pour se battre ensemble. Mais c'est là qu'on finit par savoir pourquoi ils sont là. Et en fait, ce sont des types envoyés par son père pour l'envoyer à Saint-Olga, donc le centre d'éducation pour princesse qui a été mis en place donc dans le premier demi-épisode, et elle voulait pas y aller parce que bon, apparemment ça a l'air d'être un coin super lugubre, une espèce de prison. Je suis sûr qu'on y reviendra hein, à ce centre Saint-Olga, hein, vu comment on n'arrête pas de l'appuyer. Voilà quoi, c'était juste elle voulait fuir ça, fuir l'autorité de son père, mais au bout du compte, elle finit par accepter ça. Il y a Marco, elle, qui finissent par faire la paix alors qu'elle part. Voilà, c'est un petit moment qui conclut un petit peu, qui conclut bien, de façon assez jolie, le conflit forcé qu'il y avait durant tout le demi-épisode. Et voilà, quoi. Star et Marco se retrouvent seuls. J'imagine qu'on reverra Ponyhead plus tard, hein, ça me surprendrait pas. C'était une introduction de personnage un peu moyenne. Mais globalement, ce demi-épisode était regardable, il était passable. Et le premier demi-épisode était correct. Voilà, globalement, l'épisode était correct. J'ai pas trouvé ça affreux ou quoi que ce soit. Comme je dis, il y a un tac au tac dans les dialogues. Les personnalités de nos personnages, ne serait-ce que Marco et Star, sont plaisantes, vraiment. J'apprécie bien les caractères qu'on leur donne. C'est pas la meilleure mise en scène qui soit, et on sent que ça cherche davantage le gag un peu facile et rapide plutôt que du vrai développement, de la vraie interaction. Et ce qui fait que ouais, je suis pas particulièrement pris dedans. Mais apparemment, je sais pas, est-ce que je suis censé voir ça comme une série un peu à la Gravity Falls, où ça essaye quand même de raconter quelque chose d'un peu sérieux en dépit des gags, ou est-ce que c'est censé être plus du gaguesque? J'ai le sentiment que c'est plus du Gravity Falls, et ça tombe dans les mêmes tares, je trouve, que Gravity Falls. C'est-à-dire que, ouais, on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant dans nos personnages, et ça peut promettre pas mal de choses dans la situation. Genre, oui, Star doit s'occuper de différentes choses, quoi, c'est une princesse avec des responsabilités, et on sent qu'il y a moyen qu'il y ait pas mal d'histoires un peu surnaturelles, plaisantes et prenantes à suivre par rapport à ça, mais on joue trop sur le gag facile qui plombe un petit peu l'univers, le côté possiblement sérieux de l'univers. C'est le problème que j'ai dans pas mal d'épisodes de Gravity Falls, c'est là j'ai le sentiment que ça va être exacerbé un petit peu cette partie-là. Faut bien comprendre au bout d'un moment, et c'est vraiment ce que je voulais faire passer avec mes critiques sur Gravity Falls, que je ne vais pas louer les mérites d'une série qui veut avoir un fil rouge intéressant si à côté de ça il y a des tonnes de gags qui, dès lors qu'on essaie de les analyser au sein même de ce genre d'histoire globale sérieuse, plombe un petit peu, s'incruste mal là-dedans. Et ça donne un peu cette impression-là. Peut-être que ce sera moins grave par la suite, je ne sais pas, nous verrons. Hein. Autant en temps voulu. Hein. Faut bien comprendre que beaucoup de séries prennent un peu le temps de se faire, ont besoin de trouver leur marque, hein, je comprends très bien. Mais voilà, cette première impression donne pas
vraiment le sentiment qu'on va suivre une série particulièrement poussée et réfléchie dans ses idées, dans ses ambitions. En dépit du fait d'avoir un univers qui est posé, qui peut promettre beaucoup, vous voyez. C'est particulier. C'est particulier. Après, ça donne pas non plus l'impression que ça va être nul, lorsqu'on sent qu'il y a une compétence assez notable dans les dialogues, dans le rythme qui est bien recherché. Et il y a même quelques éléments qui sont mis en avant au début pour être pris à la fin, quoi. Il y a ce système du setup payoff qui est mis en place, qui est intéressant, quoi. On pense pas les trucs vraiment au fur et à mesure. C'est relativement cool, ça aussi. Donc voilà, il y a de la compétence qui est quand même pas négligeable derrière, mais la direction que ça prend, c'est vraiment pas vraiment mon style. Enfin bon, on verra bien si ça s'affine par la suite. Je vous cache pas que les épisodes 2 et 3 n'ont pas vraiment réconforté par rapport à ça, hein. Mais bon, hein, c'est que les épisodes 2 et 3 et vous verrez bien ce que j'en pense dans pas longtemps. En tous les cas, merci de suivre ça. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!